Alors bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour d'une table ronde pour parler du sujet sciences et médias. Donc principalement pour mettre le focus sur ce que les médias peuvent faire pour vulgariser la science et la collaboration qu'il y a entre ces deux domaines clés. Donc dans la table ronde, nous aurons les trois partenaires qui sont, je vais commencer à ma droite, Madame Raouda Selmi. Donc, c'est une journaliste principale à la Cité des Sciences. Bienvenue, Madame. Donc, chronologiquement parlant, c'est elle qui va prendre la parole en premier. Ensuite, nous allons enchaîner avec Amel Chehd. Donc, c'est une journaliste, donc productrice et journaliste de l'audiovisuel public. Bienvenue, Madame, parmi nous. Et on clôturera par une section qui est d'une importance aussi cruciale, après, avec Enis El-Roul, qui est un animateur à Shams FM. Donc, j'espère que les thématiques qui vont être, les sous-thématiques qui vont être abordées vont être intéressants pour vous. Donc, je vais commencer tout de suite avec Madame Raouda Selmi, et elle va nous parler, elle va prendre la parole donc, pour statuer quant à l'historique du partenariat qu'il y a entre les médias et la science. Et puis, elle va nous parler du journalisme scientifique. À vous la parole, Madame Amel. Madame Raouda, pardon. Merci beaucoup. Je me présente encore plus. Je suis Raouda Selmi, je travaille à la Cité des Sciences depuis 2002. Une petite anecdote. J'ai déposé ma candidature à la Cité des Sciences pour deux tâches, la tâche de multimédia et celle du journalisme scientifique. Et lorsqu'on m'a demandé pourquoi, parce que j'étais multicasquette. Je suis quelqu'un qui cherche à s'auto-éduquer, à s'auto-former. Donc, j'ai dit que j'ai une belle plume. C'était la première fois que j'entre dans un cadre scientifique. Ma seule arme, c'était ma plume. Je savais écrire. Déjà, c'était comme ça. Au fait, un bon journalisme scientifique, il doit savoir écrire. C'est primordial. Le journalisme scientifique, comment il a commencé? Il a commencé en Europe. Depuis le début des siècles de lumière, il y a une volonté de favoriser le passage des connaissances scientifiques vers la société. Déjà dans les salons des lettrés, les actualités de la recherche circulent dans les conversations. Le concept de journalisme scientifique a vu le jour au XVIIe siècle en Europe avec la naissance de la science moderne expérimentale. En France, en 1668 déjà, le journal des savants a vu le jour, suivi par l'Allemagne et l'Angleterre, 1682-1683, qui, eux, ont aussi produit leur journal de sciences. Et puis, les choses se sont accélérées un peu. Au XIXe siècle, la science populaire et la notion de la vulgarisation voient le jour. Il s'agit au fait d'une science dite populaire ou alternative, pratiquée par des non-scientifiques. Donc, la vulgarisation, c'est une science dont la langue est traduite pour un public non savant. Donc, il y a le problème de la langue avec des jargons scientifiques. Donc, pour le public, on a diminué le côté spécialisation du langage, un langage un peu profane pour que le public comprennent facilement. En XXe siècle, il y a toujours un fossé de plus en plus profond entre le monde des savants et celui des non-savants. La vulgarisation scientifique matérialise l'alliance des journalistes et des scientifiques dans l'information du public. Donc, c'était primordial de combler ce fossé. À l'origine, on en ignorait tout. D'ailleurs, Marcel Mauss, c'est le père de l'anthropologie, disait en 1920 que le grand public ignore tout de nos recherches. Il faut donc que les savants fassent de la publicité, car leur science ne peut devenir populaire que par la vulgarisation. Déjà, en 1920, on commence à comprendre l'importance de la vulgarisation et l'importance du rôle du journaliste scientifique dans la vulgarisation. La fin du XXe et début du XXIe siècle, on voit le développement de nouveaux moyens de communication,
Dans la perspective de communication scientifique publique, on parle là de médiatisation de la science. Il y a une dimension politique de la diffusion du savoir, avec l'apparition des sciences citoyennes, l'apparition des cités des sciences, du musée des sciences, etc., qui repose principalement sur la participation des citoyens à la construction du savoir et l'implication des chercheurs dans une recherche qui sert le bien-être du public. La mondialisation a pris part de la science, l'évolution dans les technologies aussi, les technologies de l'information et les réseaux de l'édition électronique ont fait qu'émerge le métier de communicateur scientifique. En quoi ça repose les théories de passage de connaissances? Il y a au fait 3 modèles pour présenter le rôle des profanes dans l'élaboration et la dissémination des connaissances scientifiques. D'abord, on commence par le fait l'instruction publique. Donc, il y a un déficit modèle parce que c'est vers la fin des années 90 en Amérique du Nord que ce modèle voit le jour. La connaissance scientifique s'oppose aux croyances irrationnelles d'un public qui doit être éduqué. Là, on souligne l'éducation, la science, la vulgarisation scientifique, c'est pour éduquer le public qui est profane. Un autre modèle qui a vu le jour en 1970 en France, c'est le modèle du débat public. Les profanes sont invités à confronter leur point de vue avec ceux de l'institution. On parle de communiquer les expériences du citoyen, le partage du savoir, la coproduction du savoir. Les profanes participent directement à l'élaboration des connaissances qui les concernent et dont dépend bien souvent leur bien-être. Ces théories insistent sur le fait qu'il y a un fossé entre deux mondes différents. Celui des savants qui détiennent le savoir scientifique et ceux du public, le public cible. C'est un public qui ne connaît rien, qui ne s'y connaît pas en sciences. Là, je souligne un point que le système éducatif est responsable de ce fossé parce que dans l'enseignement, on insiste sur le fait que la science, c'est pour sélectionner les élites, pour les former dans des métiers plus nobles, entre guillemets, en quelque sorte, que les métiers pour les sciences humaines ou les gens qui choisissent de faire de la littérature aux sciences humaines. D'accord ? Ce fossé, il y a un modèle de débat public qui, dès 1970 en France, se développe. C'est les sciences techniques et société. Ça englobe ces 3 pôles. On remet en question le progrès scientifique. Déjà, on commence à se poser des questions. On critique les technosciences. Il y a des tensions entre les valeurs environnementales et les priorités politiques ou économiques. L'implication sociale et morale et ou religieuse du développement des domaines de recherche a vu le jour. Voilà. Qu'est-ce qui distingue, par exemple, un journaliste des autres communicateurs ou vulgarisateurs scientifiques? La réponse n'est pas toujours évidente. Le journaliste scientifique, c'est un passionné. Il fait de la bonne vulgarisation et rencontre des chercheurs. Alors qu'un communicateur scientifique, il est autant un animateur, un rédacteur scientifique, un muséologue, un vulgarisateur scientifique ou un chargé de relations publiques peut faire le travail d'un communicateur scientifique. Un vulgarisateur scientifique peut transmettre des savoirs faisant preuve de pédagogie afin de rendre les informations complexes compréhensibles pour un grand nombre de personnes. Là, on insiste sur le côté pédagogique de la vulgarisation scientifique. Le début du journalisme scientifique, c'était en 1950. C'était l'apogée, l'explosion du journalisme scientifique. Les auteurs pointent comme événement déclencheur le Sputnik en 1957. En effet, le lancement par les Russes du premier satellite artificiel a provoqué une telle onde de choc à Washington qui s'est mis à investir et surtout à promouvoir la recherche et l'enseignement des sciences. Ce changement d'attitude s'est répercuté dans les médias et dans le monde entier d'ailleurs.
Vers les années 80, l'indépendance des journalistes vis-à-vis de la politique dans le domaine de la recherche scientifique s'est traduite par une transition vers une couverture plus critique. Il y avait des interrogations éthiques, par exemple l'alimentation, les OGM, les choix en matière d'énergie, l'environnement, etc. Les années 80 ont rapporté leur part de stagnation et de recul dans le journalisme scientifique. À titre d'exemple, au Québec, par exemple, en Amérique du Nord, aucun dit magazine né depuis 1980, sauf dans le secteur jeunesse, n'a survécu à nos jours. Aux États-Unis, le nombre de pages aux sections sciences dans les journaux passe d'une centaine en 1989 à moins d'une vingtaine aujourd'hui. L'apparition de nouvelles chaînes télé spécialisées, Discovery, History, Science Channel, etc., ils ont entraîné l'embauche de journalistes scientifiques, mais le métier s'est petit à petit précarisé, les contrats sont à durée de plus en plus courte et en presse écrite, les tarifs de la pige stagnent. Plus récemment, certaines des chaînes de télé ont aussi évolué vers la pseudoscience ou la fiction. La vie dure des journalistes scientifiques. Dans les années 90, il y avait encore beaucoup de ventes de journaux papier, mais avec la concurrence, etc., il n'y a plus de recettes de publicité, donc il y a beaucoup de licenciements. Les journalistes scientifiques sont de plus en plus rares parce que ça ne paye pas. Les journaux préfèrent travailler avec des généralistes qui fournissent des articles moins précis, moins fournis, moins bien informés, qui ne satisfont pas l'exigence de qualité, mais c'est moins cher que les spécialistes. Donc, le journaliste scientifique se trouve dans la tourmente. C'est l'époque de la désinformation. Le web, les réseaux sociaux, les pseudo-experts scientifiques, les pseudo-journalistes scientifiques émergent. Donc, c'est la naissance de la communication scientifique. La naissance de la communication scientifique a mis un terme au journalisme, au jour heureux du journalisme scientifique. D'accord ? Je vais laisser la parole à mes collègues pour revenir, pour donner quelques conseils pour être un bon journaliste scientifique, malgré le fait qu'ils sont de plus en plus rares. Merci. Merci à toi, Raouda. Là, tu soulèves des points très importants. Personnellement, il y a des statistiques que tu viens d'annoncer qui sont alarmantes. Quelque part, hein, quand on parle le journalisme scientifique qui tend à disparaître, hein, qui tend à être... Et on essaie de trouver des solutions, justement. Hein. Il ne faut pas que ça soit le cas. Il faut faire de sorte de renaître tout ceci. Donc, pour lancer un peu le débat, j'enchaîne un tout petit peu avec le fait, justement, d'enrichir ce gap et ce fossé dont tu as parlé, Raouda, pour faire maîtriser le public, disons, ou même ceux qui font, participer les gens médiatiquement, à maîtriser les outils du numérique pour assister cette vulgarisation scientifique. Donc, je donne la parole à Anis. Hein. Je me présente, Anis Laroul, je suis animateur radio et télé depuis 2006. Juste une petite présentation, ou l'émission qui fait les jeux vidéo Fitonos en 2006, j'ai fait la première émission qui parle d'étranges, les phénomènes étranges, les ovnis, le choix, science, etc. Fiagé.com, la première émission high-tech qui fait Hannibal. Je suis avec le producteur et le préparateur d'une rubrique pour enfants, Sophie Timo TV, tout ce qui est digital pour enfants. Et l'animateur de Génération Digitale et Tech Waves, l'émission IT de référence في شمس FM. juste قبل ما نبدا نحكي فما حاجه très importante لازم نعرفوها انه باش نجموا نتواصلوا مع العباد لازم احنا on maîtrise la technologie et هما زاده maîtrise la technologie. Donc sinon on peut pas ما فماش تواصل بيناتنا ما فماش معلومات باش تتبادل. كيفاش بدا الغرام هذا بدا من الصغرى ملي احنا صغار كنا نتفرجوا في فيلم دو ساينس فيكسيون كنا نتفرجوا في
حاجات غريبه ما عندهاش تفسير، لكن سولمون سيونس كانت تفسرها. وكنا نلعبوا زاد لي جو فيديو هما اللي يقربونا اكثر لتو سكي ديجيتال وتو سكي معناها يخلينا نقربوا اكثر للسيونس. دونك لانتيريسمون للعباد يدوا كومونسي كوم سا، خاطر احنا في مكاتبنا وفي مدارسنا ما يقريوناش مالوغوزمون حكايه كيما هكايا، ونقراو سيونس بور لا سيونس، لا سيونس ناتوريل والسيونس درا شنو، مي ما فماش ان انتيريسمون كبير. هذاك علاش اللي خلى توا برشا في تونس كي تحكي له انت على دومين دو ليسباس، تقول له توا النازا باش تمشي ان 2024 باش تهز لا بروميير ميسيون ارتيميس، باش تهز مراه وراجل. قلت انا تلاهي توا بالله انا باش مدخلني في ارتيميس، رخص لي في الخبز ورخص لي في الواحد. دونك عندنا مشكله كبيره هي التلقي، واحنا خدمتنا هنا يلزمنا نوفروا لهم المعلومه، والمعلومه نوفروها لهم باناليزي على الاخر باش ينجم يتقبلها بشويه بشويه. دونك من الحاجات اللي لازمنا نعرفوهم زاده شنو هما لي نوفو زوتي نوميريك اللي عندنا. بيان سور هما تو سكي بي سي، لابتوب، سمارت فون، تابلت اكسيتيرا. وعندنا بيان سور هذا الهاردوير. لو سوفت وير سي لي ابليكاسيون، سي لي ريزو سوسيو اللي اترافيرهم هما احنا نجموا نمشيو ونعطيو المعلومه. احنا قبل اش كانت عندنا مشكله ناخذ المعلومه وكاهو في التلفزه، tu ne peux pas réagir, tu n'as pas d'interaction avec اللي يبعث لك ولا اللي حط لك المعلومه. حاجه اخرى ما نجموش نعملوا ريشيرش كيما توا. قبل تاخذ المعلومه تمشي كان خلط بالكدا تمشي للمكتبه تلوج تلقى شي حاجه تعمل ملف نيمبورت كومون كاو. مي مانون on a un outil très très important au internet. اي معلومه تاخذها tu peux la vérifier، تنجم تمشي تعمل عليها اون ريشيرش، تنجم تمشي تشوفها. وحاجه المهمه اكثر هي الانتراكسيون. اش معناها؟ معناتها مثلا في ليميسيون تاعي جو باس دي انفورماسيون يحكي على مثلا ايلون ماسك كيفاش عمل اون بوس جديده وحطها في راس حلوف، والحلوف بدا معناتها يخدم على ان بي سي اكسيتيرا. لي جون يقول لك كيفاش. دونك تو بو انتراجير، تنجم تفسر له، تنجم حتى كان غلطت في حاجه تنجم تصلحها ديريكتومون. قبل هذايا اون لافي با، فهمني. دونك هذه من الحاجات المهمه ياسر. كيف لي ريزو سوسيو، الفيديو اون ديماند، سي لو ستريمينغ. الناس تدخل على يوتيوب ولا يدخلوا على اي حاجه، tu peux mettre des vidéos spécialisées في الاسباس، في السيونس، وهو يلوج معناتها هو والتوجه نتاعو شنو يحب يعرف، شنو يحب يشوف. il peut tout voir. كيف les plateformes et les applications. وحاجه اخرى زاده qui est très très importante, les médias numériques occupent une place importante dans la vie quotidienne des jeunes d'aujourd'hui وعندها un fort potentiel éducatif. donc يلزمنا الدولة تخمم elle intègre ça في معناتها في الدروس، في جو سي با انا كومون ils vont faire. وعندنا مشكلة زادة كبيرة برشا في تونس، سي كو لو جورناليزم سيانتيفيك ما فماش، بريسك مفقود. فما كيلكو زيميسيون يتعدوا على الصوابع اللي يحكيوا على هذه. دونك من الحلول اللي انا نشوفها لازمة ومهمة، وحتى تنجموا تعملوها هنا في لا سيتي دي سيونس، بوركوا نو با فير اون شين كيما في فرنسا لا شين المعروفه سيونس في. علاش ما تعملوش اون شين مثلا هنا نتاع لا سيتي دي سيونس؟ بوركوا نو با فير دي ايميسيون كيما او ايغال ام 6 تاع ماتليزكي. سي اون تعرف شنو المشكله؟ المشكله هي لي سبونسور. يلزمنا دي سبونسور، مي العلم راهو هو اللي يجيب لك، راهو لي سبونسور مش لازم تجري ورا الفلوس قبل. يفول با كومبروندر. عندنا مشكله كبيره نعرف جو سي. دونك هذه من الحاجات اللي لازمه. حاجه اخرى لازمنا نحضروا زاد الناس اللي تسمعنا، على خاطر كيما كان تحكي مدام فما برشا ناس ماهمش حاضرين المعلومات. ils peuvent pas comprendre. علاش؟ خاطر ça ne marche pas avec leur style de vie ولا avec leur religion ولا التوجه نتاعهم. كي انت تحكي له تقول له راهو فما بيج بونغ، يقول لك لا انا البيج بونغ ما نستعرفش به، هذا كفر. بون مش ندخلوا في حكايه كيما هكا، مي يلزم زاد الانسان نحضروه بشويه بشويه باش يتقبل المعلومات السيانتيفيك كي سون بروفي، فهمتني. دونك من الحاجات اللي حبيت نحكي عليها يلزمنا زاد نحضروا الناس ونخليهم ينجموا يميتريز لا تكنولوجي. فخاطر فما برشا توا ناس كبار ما يعرفوش يستعملوا التكنولوجيا هذه كيفاش، حتى افيك دي فورماسيون في التلفزه جو سي با انا تتفسر لهم كومون في اكسيتيرا. والحاجه الاخرى نحب نخليها في الاخر، فما من تكنولوجي اكستراوردينير اللي حتى حد ما يستعمل فيها ولا شويه بركه في تونس، اللي هي لا في ار، لا رياليتي فيرتوال. الرياليتي فيرتوال راهي تجبد الناس الكل. فما شكون تو خدم في تونس عمل كارتاج
تنجم تحوس في كارتاج تحكي مع ليسا تحكي مع حنا بعل تشوفها كيفاش كانت قبل. دونك هذه من الحاجات اللي تنجم توصل لك المعلومه وتقولش عليك في وسط البلاصه هي بيدها وسي تري تري امبورطون. وحبيت نختم انا جو سوي بور لا سيونس et je serai toujours pour la science. كما يقولوا pas de patience pas de science. Merci beaucoup, Enis. Alors, on ne va pas tout décharger, hein, mais on ne va pas clôturer jusque-là. On va dire que c'est juste des introductions. Hein. On est au début. Parce que je vais enchaîner avec un terme que tu viens d'évoquer, qui entre dans le fait d'attirer les gens. Attirer les gens. Alors, les médias sont tout le temps assimilés à du sensationnalisme. Et comment capturer ces gens-là, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur tendance, comment ils pensent, comment attirer ces gens pour justement leur faire passer tout ce qui est scientifique d'une manière un peu, entre guillemets, banalisée. Pour que j'ai une petite expérience, je me permets, avant de donner la parole à Amel, pour les chaînes, par exemple, je prends les chaînes radio. Depuis mon jeune enfance, je n'écoutais et je n'écoute que la radio tunisienne, chaîne internationale, RTCI. Et ce que je découvre, c'est que les auditeurs, justement, préfèrent tout ce qui est chaîne un peu légère, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de parlotte, entre guillemets, parce que là, RTCI, ça c'est un exemple. Le pourquoi des choses. Alors, il faut s'intéresser. Est-ce qu'on doit nous changer? Enfin, les médias, est-ce que c'est eux qui doivent changer leur manière? Ou inculquer, imputer des choses modernes pour attirer, pour faire ce sensationnalisme, pour que les gens soient attractifs à ce que la chaîne diffuse. Donc, je donne maintenant la parole à Amel et puis on en discutera plus avec quelques petites questions que j'ai notées à côté. Amel, c'est à toi. Merci. Merci, Farah. C'est pas ouvert? C'est ouvert? Bonsoir. Bonsoir tout le monde et merci infiniment pour m'avoir invité à ce débat très intéressant. Et là, il y a plein d'idées qui bouillonnent dans ma tête, surtout après l'intervention de Enis et les deux interventions de Enis et de Raouda. Et vous m'avez provoqué avec beaucoup d'informations ou d'expressions prononcées comme ça. Tout d'abord, moi je ne suis pas journaliste scientifique, je ne suis pas spécialisée en sciences, mais je suis une journaliste qui croit en ce caractère, ouvert et général du journaliste. C'est-à-dire, même si je suis spécialisée dans une matière bien précise, il est de mon devoir de rester ouverte à d'autres disciplines et d'apprendre tous les jours dans d'autres domaines, dans d'autres disciplines. C'est un outil qui est très important entre les mains d'un journaliste. Un journaliste, il doit avoir une culture très vaste et des outils multiples avec lesquels il peut explorer son domaine et d'autres domaines aussi. Parce que finalement, c'est quoi le journaliste? C'est quoi les médias? C'est un relais, c'est un pont. Tout à l'heure, Madame Baye a utilisé cette expression, un pont. Les médias sont un pont entre les différents domaines, les différentes inventions, les différents intervenants et le public. Est-ce que c'est le grand public ou c'est un public bien précis? Ça, c'est une question qu'on devrait se poser. Alors, on voudrait améliorer un tout petit peu la relation, le rapport entre les gens, entre guillemets, les consommateurs et notre matière qui est la science et le savoir. Il faut qu'on se pose la question, à qui s'adresse-t-on? Est-ce que notre ambition est de toucher le grand public, c'est-à-dire faire du savoir et des sciences une matière qui ressemble au football, aux faits divers, à la danse, à la chanson légère, ou est-ce que nous devons cibler un public bien précis? Et ceci me ramène à penser au rôle de l'État, au rôle des institutions de l'État et au rôle que jouent les médias ou le journaliste dans la société. Je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune que ça,
lorsque j'étais à l'école primaire, lorsque j'étais dans mes premières années au secondaire, il y avait des revues pour enfants, il y avait des émissions, des programmes télé pour enfants, il y avait des programmes radio pour enfants, et il y avait aussi des émissions. Donc, ces trois types de production que je viens d'évoquer comportaient en partie des connaissances, des informations scientifiques. Et c'est ce qui fait que même si notre orientation elle est littéraire comme moi je suis juriste de formation, donc j'ai fait un bac lettres, ceci ne m'empêche pas de savoir ce qui se passe dans le monde des sciences, de la recherche, de l'invention, de la création scientifique, technologique, etc. Donc, ceci nous permettait à ma génération, aux générations qui me précédaient et peut-être à une ou deux générations après moi, après la mienne, de toucher un peu à la science, d'aimer un peu aussi la science, d'ouvrir sa tête, son horizon vers une matière scientifique, vers des informations scientifiques, lire des livres scientifiques, regarder. Et il y avait autre chose aussi. Et là, je viens également au rôle de l'État, à l'orientation de l'État, au grand choix de l'État et au grand choix pour la société. Il y avait dans le temps des émissions à la télévision, des magazines ou des émissions scientifiques, purement scientifiques, et qui s'adressaient à tout le monde. Parce que je crois que dans les années 70, dans les années 80 et au début des années 90, tout au début des années 90, on ne faisait pas tellement la distinction entre le public cible. On ne se disait pas, ça c'est une émission grand public et ça c'est une émission pour un public d'une petite audience. La télévision, dans du temps de mes parents, diffusait les programmes pour toute la société. Tous les téléspectateurs, toutes générations confondues, tout niveau scientifique ou éducatif confondu, tout le monde regardait la télévision. Et je crois qu'il y avait une émission importée, ce n'était pas une production tunisienne, celle du docteur, je crois qu'il s'appelait Mahmoud, je crois, si mes souvenirs, Mostafa Mahmoud, merci pour l'aide. C'était une émission qu'on diffusait chaque vendredi dans l'après-midi. Vendredi après-midi, on n'avait pas école. Et je sais que mon grand-père, ma grand-mère, ma mère, mon père, moi, mes copains à l'école, tout le monde regardait cette émission. Et tout le monde s'intéressait, tout le monde, moi j'étais mtrabahaka devant la télévision, je regardais, je captais ce que le monsieur disait. Il nous parlait des kawekba, des astres, d'autres planètes, et c'était passionnant et c'était très intéressant. Maintenant, ce genre d'émission a totalement disparu de la circulation. Je crois que l'État tunisien, dans le temps, mettait l'accent sur l'importance de la science, du savoir, de la culture dans la société tunisienne et misait sur ça, surtout pour les jeunes générations, à l'école et au lycée. Maintenant, vous voyez que l'État est un peu essoufflé, est un peu débordé, il ne sait plus sur quel pied danser, il ne sait plus ce qu'il doit faire réellement. L'État a perdu son rôle, les institutions publiques aussi ont perdu leur rôle, et je cite là le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Culture. Maintenant, nous avons un ministère des Nouvelles Technologies et un ministère de la Recherche Scientifique aussi, et les médias publics. Enis, tout à l'heure, a parlé de ce caractère cher, de la cherté de la production, parce que dans les médias privés en peine pour avoir les annonceurs, les sponsors, pour financer les émissions, parce que ces chaînes privées, télé ou radio, sont en grande partie un caractère commercial, ils doivent faire rentrer de l'argent. Ce n'est pas du tout le souci du média public, de la radio ou de la télévision publique. C'est leur devoir, c'est leur rôle, même si ce serait à fond perdu. C'est leur devoir, c'est leur mission qu'ils ne remplissent pas aujourd'hui. Et je crois que, vous savez, c'est très bête. Vraiment, c'est très, très bête parce que il y a la Cité des sciences, il y a le ministère de la Recherche scientifique, il y a le ministère des Technologies,
il y a la technologie qui est à la portée de tout le monde et il y a la télé qui ne diffuse absolument rien, une antenne quasi vide. Et c'est très facile de faire un partenariat avec une institution comme la Cité des Sciences, par exemple, même pour organiser de mini-débats de 15 à 26 minutes, à 30 minutes, autour de questions scientifiques, sachant que l'année 2020 est une année, à mon avis, à mon sens, est une année scientifique par excellence. Avec cette nouvelle maladie qui est venue faja'atan eskol, comme ça, comme quelque chose qui nous est tombé du ciel sur la tête, mais sur la tête de toute l'humanité, et pas qu'en Tunisie. On se pose des questions, c'est quoi ce virus, c'est quoi la molécule, comment on l'identifie, comment est-ce qu'on peut combattre cette maladie, qu'est-ce qu'on doit prendre comme médicament, qu'est-ce qu'on ne doit pas prendre. Les gestes barrières, même ces gestes barrières sont des actes scientifiques. C'est pas de la littérature, c'est pas de la poésie. C'est loin d'être de la poésie d'ailleurs. Malheureusement, être masqué tout le temps et se frotter les mains tout le temps avec du gel alcoolisé et garder les distances avec les êtres qu'on aime, avec les êtres qu'on n'aime pas aussi, tant mieux d'ailleurs. Donc, pour revenir, c'est très facile de produire, ne serait-ce que des capsules. Maintenant, quand vous parliez tout à l'heure, il m'est venu à l'esprit de me poser la question, est-ce que j'ai fait des émissions scientifiques? Et du coup, oui. Et je me rappelle maintenant, c'était pas très, très loin, c'était en 2010, imaginez. Et moi, en étant à l'intérieur dedans, je ne réalisais pas que c'était une émission scientifique, mais c'était une émission scientifique par excellence. Et je vais vous raconter. Je crois qu'en 2000, non, moi je crois, c'est évident, en 2010, on a découvert le corps entier d'un jeune punique, d'un jeune carthaginois. C'est le jeune homme de Birsa. Et c'était dans les fouilles archéologiques de Birsa qu'on a découvert le corps intact. Et les scientifiques, bien sûr, parce que c'est une matière scientifique, les historiens, les archéologiques, les archéologues, les chercheurs, les spécialistes de l'ADN, des trucs que je ne comprenais pas, ils étaient tous là autour du corps. Ils l'ont expédié, je crois, en France pour faire des examens, des analyses et tout. Il est revenu en Tunisie. J'ai fait un documentaire sur ça. Et c'était extraordinaire. Ça a connu un succès fou parce que, waouh, on a découvert le corps d'un Carthaginois. Maintenant, on connaît plus ou moins à quoi ressemblaient nos ancêtres, à quoi ressemblaient nos Carthaginois de 1000 et quelques, je ne sais pas si c'était avant Jésus-Christ, je crois. Voilà. Et cette année, j'ai eu la chance et le plaisir, justement, de travailler sur la matière d'actualité qui est la Covid, sur RTCI. Et je vous assure que depuis le mois de février, je n'arrête pas de lire des études scientifiques, de faire des recherches, de poser la question à des spécialistes, à des connaisseurs, à des spécialistes des laboratoires, à des pharmaciens, des médecins de toutes spécialités. Et j'ai appris plein de choses. C'est un pur enrichissement, bien que c'est une maladie méchante et bien que en 2020, l'humanité a perdu beaucoup de personnes décédées à cause de la Covid, mais il y a toujours le bon côté des choses et le bon côté de cette maladie, de cette pandémie, c'est le fait que tout le monde, du coup, s'est mis à s'intéresser à la science, aux médicaments. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Bien sûr, il y a des erreurs, il y a du charlatanisme quelque part, mais d'une manière générale, c'était une très belle opportunité et ça continue. Moi, je continue à faire mes recherches de toutes les manières. Et je voudrais, pour finir, rejoindre Enis dans l'idée qu'il a développée tout à l'heure, parce qu'au moment où tu parlais, j'étais en train de penser à la même chose. J'étais en train de contempler la salle et de me dire, et j'ai juste 5 minutes avant, je crois que j'ai consulté mon téléphone pour voir s'il y avait un live streaming de ce que nous sommes en train de faire maintenant sur la page de la Cité des Sciences. Et j'étais en train de me dire, oui, pourquoi pas un média, un multimédia, c'est-à-dire interactif et pluridisciplinaire, si vous voulez,
qui serait mise en place par la Cité des Sciences. C'est très simple à faire. En attendant que les médias publics assument leurs responsabilités et fassent leur rôle, on peut se contenter du digital, on peut se contenter des réseaux sociaux et lancer une radio et télévision interactive de la Cité des Sciences. Vous pouvez commencer, je vous donne une idée gratuitement, un cadeau, voilà. En exclusivité. Non, faites-la. Je peux même aider à la confection de l'émission. Vous pouvez faire de petites capsules, rien que pour faire connaître, pour présenter la Cité des Sciences. Il y a plein d'endroits magnifiques, il y a plein de départements magnifiques, il y a des activités extraordinaires dans la Cité des Sciences qui sont lancées, opérées, dirigées par l'équipe de la Cité des Sciences, mais aussi par tous ces guests, tous ces invités, toutes ces associations, ces fondations, ces particuliers aussi que vous accueillez chez vous, que vous invitez à venir faire leurs expositions, leurs conférences, présenter leurs travaux scientifiques et tout. Et donc, ça fait une matière très, très riche qui pourrait être exposée dans une vitrine ouverte au public et surtout essayer de cibler et de séduire les plus jeunes, les plus petits, parce que là, je reviens au rôle de l'État, aux objectifs de l'État, à la stratégie de l'État. Nous sommes en train de naviguer à vue. Nous ne savons pas ce que nous voulons faire, où est-ce que nous voulons arriver, et qui sont les différents types ou catégories dans la population qu'on voudrait toucher, intéresser, ramener à des domaines bien précis. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui ont tendance à s'aventurer, à sacrifier leur vie sur une barque pour aller vers l'autre rive de la Méditerranée. Alors qu'il y a plein d'opportunités, plein d'idées, beaucoup de choses qu'on pourrait faire pour créer de l'emploi, pour rendre aussi nos prochaines nouvelles générations beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus conscientes, beaucoup plus ouvertes sur ce qui se passe dans la vie et dans le monde. Voilà, merci. Bien, alors merci beaucoup, chère Amel. Donc, je reprends un peu la parole après mes chers intervenants. Et tiens, j'ai oublié d'un peu de me présenter. Je vais prendre la casquette d'académicienne. Donc, je suis docteur en informatique. Depuis 2011, j'ai mon doctorat en informatique, spécialité intelligence artificielle. Et là, je clôture ma 18e année dans l'enseignement supérieur. Et la remarque principale dans le cadre de cette thématique, c'est que, d'une part, il y a deux remarques en fait. La matière grise de nos étudiants, élèves, lycéens et tout ça, jusqu'à obtenir le diplôme, elle est d'une excellence rarissime. Et elle est cueillie par tout ce qui est à l'extérieur. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et ça, d'une part. Et d'autre, parce que c'est à cause de l'orientation, justement, si on revient sur les raisons qui font que c'est un constat vrai. Le deuxième constat, c'est que ils sont d'une richesse en matière grise, mais le fait de faire parvenir leur idée, de s'exprimer, d'attirer les gens, ces étudiants qui sont dans l'excellence, qui sont maintenant des enseignants à l'extérieur, en Amérique, à l'étranger, même on a des sommités en Tunisie, qui sont restés en Tunisie, ils n'ont pas la faculté de faire transmettre d'une manière banale ce qu'ils arrivent à faire et à réaliser en matière scientifique. Ça, c'est une pénurie. Donc et le constat auquel j'aimerais statuer avec mes partenaires, c'est que la place de la science dans les médias, elle est à faire un pas. Il faut faire quelque chose. Donc vous confirmez que la place de la science dans les médias, dans notre pays, elle est même elle est quasiment inexistante. Maintenant, pour être dans l'optimisme, pour ne pas aller que vers les problèmes, j'ai beaucoup apprécié les solutions annoncées par Elise. Et Amel a aussi enchaîné par les solutions. Soyons tout le temps dans les solutions. Donc vous proposez, par exemple,
des capsules vidéo, vous proposez une chaîne. Est-ce que le problème principal, si je m'en tiens en pédagogie, parce que ça a été cité, le côté pédagogique dans l'enseignement depuis le primaire, comment faire attirer les jeunes à la science, comment les attirer, comment faire valoir tout ce qui se fait dans la science à travers les programmes dont c'était à l'avant. Maintenant, qu'est-ce qui prend le dessus? Qu'est-ce qui submerge cette jeunesse? C'est justement le numérique. Parce que le numérique, c'est une arme à double tranche. Ça a été toujours le cas. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire de sorte que ce numérique-là n'ait que les avantages pour nos jeunes? Donc, il est vrai qu'il faut insérer, il faut rajouter dans les programmes du primaire jusqu'à l'après pour attirer, pour mettre en place la science et la vulgariser aux jeunes, et pour que justement quand les médias s'intéressent et qu'il y a un sujet ou autre, il y a une émission ou autre, les jeunes déjà, l'intérêt il est déjà instauré. La question que j'aimerais poser à Raouda, direct, parce que le journalisme scientifique, c'est quelque chose de très important, moi je trouve. Et je me rabats à la question de tout à l'heure. Est-ce que le journalisme scientifique, c'est à lui de changer sa manière? Est-ce que c'est possible de changer sa manière pour regagner de la place? Ou est-ce qu'il s'en tient et persiste à être tel qu'il a été dans les années 80, ou il est obligé d'aller vers le modernisme? En fait, je vais vous répondre on ne peut pas ne pas changer. Le changement, c'est la règle de la vie. Un métier, ça évolue, ça change. On adhère à de nouvelles techniques. On utilise le multimédia, on utilise le web, on est de plus en plus ouvert aux nouvelles technologies. On ne peut pas ne pas les utiliser. Même pour diffuser l'information, c'est un outil très important. Il a de plus en plus remplacé le papier. On parle aujourd'hui de journalisme numérique, de sites spécialisés, de blog science, blogosphère, de youtubeur. Voilà des métiers nouveaux qui ont vu le jour, qui ont émergé suite à cause du déclin du journalisme sur papier, journalisme classique. On évolue vers la communication journalistique de la science. Je la vois comme ça les choses. Parce qu'au fait, on ne peut pas... un journaliste peut devenir un communicateur, mais un communicateur, il est très difficile de devenir un journaliste. Les outils ne sont pas les mêmes. La déontologie n'est pas la même. Un communicateur, c'est en quelque sorte un porte-parole de l'établissement à laquelle il adhère. Alors qu'un journaliste doit être indépendant. Il ne doit pas recevoir de l'argent du centre de recherche ou des universités pour parler des percées scientifiques ou des résultats de recherche. Il doit garder son indépendance vis-à-vis des centres de recherche et des experts. Et surtout faire gaffe, il faut être très vigilant vis-à-vis des pseudo-experts. Parce que là, avec le Covid, etc., on voit une profusion de pseudo-experts qui cherchent à être un peu ultra médiatisé, alors qu'un vrai chercheur, quel est le rôle d'un chercheur? C'est faire de la science, de l'innovation, et puis communiquer des résultats de sa recherche. Si on sacrifie la recherche pour être médiatisé, là on parle d'un communicateur scientifique et non pas d'un chercheur. Oui, j'ai bien cerné la différence qu'il y a entre les deux. Maintenant, j'ai une question assez basique, un exemple concret, si on veut. Si on a devant nous un article scientifique, purement scientifique, est-ce qu'il serait possible de transcrire cet article écrit scientifiquement, avec déjà un lexique assez complexe? Est-ce qu'il est possible de le transcrire sous forme de caricature, par exemple? Un ensemble pour ne pas aller vers les capsules et le digital. Est-ce qu'il serait possible,
de transcrire cet article purement scientifique sous forme d'un ensemble d'images caricaturales. C'est tout à fait possible et faisable, c'est ça le rôle d'un journaliste. Un journaliste, il traduit le langage et la langue d'un scientifique, bourré de jargon scientifique et technique, dans une langue accessible à tout le monde. Il raconte une histoire. Un journaliste essaie de raconter une histoire. Un journaliste scientifique n'a pas l'obligation de travailler un article en répondant aux 5 questions qui, quoi, comment, etc. parce que le public va lire le premier paragraphe et ne va pas continuer. Alors qu'un journaliste scientifique, il raconte l'histoire en commençant par le résultat de la recherche, en mettant l'accent pour attirer l'attention, en racontant l'histoire du chercheur, l'histoire de la question qui s'est posée pour arriver à ce résultat. C'est ça le travail d'un journaliste scientifique. Un dessinateur, un caricaturiste peut raconter une histoire. Scientifiquement pardon. C'est une question de métaphore, d'un langage imaginé pour faire passer l'information scientifique. Un journaliste peut faire ça, un scientifique converti en communicateur scientifique ne peut pas le faire. C'est ça l'importance de ce métier. Un journaliste scientifique, c'est primordial, c'est très important d'avoir les outils professionnels, les outils du métier, mais aussi s'ouvrir sur plusieurs disciplines. Un journaliste scientifique peut ne pas écrire dans sa vie deux articles dans la même discipline parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent. Un jour, on écrit sur l'astronomie, sur l'intelligence artificielle, sur les OGM, etc. Mais pour écrire un bon article scientifique, on doit faire de la recherche. On doit lire des articles scientifiques et non pas des articles sur le web ou sur le Facebook. D'accord. On doit comprendre la déontologie de la recherche, les buts de la recherche, les sources de financement de la recherche pour aboutir à un bon article scientifique. Et puis faire passer l'information, bien sûr, d'une manière assez basique à l'audience. Et donc c'est là où se joue le rôle des médias. Je te donne tout de suite la parole, Amel, mais juste là, est-ce qu'on peut avoir la possibilité de dresser des scoops pour des articles scientifiques, des scoops d'une manière à attirer autant qu'on peut vers cette avancée, par exemple, sur l'article? D'abord, pour répondre à la question que vous avez posée à Rosa Falah, vous avez évoqué la caricature. Quand j'étais au primaire, je regardais une série de dessins animés qui s'appelait Qasat al-Insan. Je crois que tout le monde la connaît. Il y a une version en arabe, une version en anglais, une version en français. Et cette série était diffusée de manière régulière à la télévision. Et on la regardait, toutes les générations la regardaient. C'était une sorte d'encyclopédie télévisée. Au lieu que ce soit Encyclopédia Universalis du tome 4 ou 5 qu'on ouvre pour chercher une expression, un terme, une définition, on avait devant nous un épisode de la série qui nous parlait d'une invention scientifique, d'une invention historique, archéologique. On parlait des pharaons, de l'espace, la première fois où l'être humain a mis les pieds sur la Lune, etc. Et c'était extraordinaire. Je me pose la question, je crois que cette production a été lancée, je n'ai pas vraiment les dates exactes, mais je crois que c'est une production qu'on a commencé à faire en Occident vers la fin des années 60. D'accord ? Alors si les journalistes, la communauté scientifique, les producteurs de télévision, les chaînes de télévision ont pensé créer un produit pareil en 1960 et quelques, que dire maintenant qu'on a
tous les moyens possibles et imaginables, toutes les facilités possibles et imaginables. Maintenant, vous ou moi à la maison, assis sur le canapé à la maison, tranquillement, avec une petite tasse de thé, un ordinateur sur les genoux, et on peut faire carrément créer un film. Créer un film. Et faire le montage. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de faire des œuvres, bien sûr, avec l'esprit d'aujourd'hui, avec les moyens d'aujourd'hui, avec le rythme d'aujourd'hui aussi. Pour revenir à l'article scientifique Farah et le scoop, cette notion de scoop, au fait, il y a beaucoup de notions dans le domaine des médias, de l'audiovisuel et du journalisme qu'on a vraiment banalisé, qu'on a vidé de leur sens. Maintenant, le scoop, c'est d'annoncer le premier, d'où est-ce que l'Instagrammeuse X a acheté toute sa nouvelle paire de chaussures. Les paramètres ont changé et on est en train de faire exprès pour pousser vers une certaine banalisation, vers une certaine superficialité. C'est pour cela que tout à l'heure, j'ai mis l'accent sur le rôle, le devoir des médias publics pour remettre les pendules à l'heure, pour rectifier un peu les choses. Donc, en matière scientifique, qui est une matière basée sur l'observation, sur la patience, sur, comment dire, la sagesse, sur l'exactitude, la justesse, la rigueur. Rigueur, justesse, patience, être sûr, donner une information scientifique fiable et scoop sont deux choses, je crois, antinomiques, deux choses contradictoires. Parce que dans scoop, on est en train de courir derrière une chose pour être le premier. C'est une course en fait, donc faire dans la rapidité. Et quand on fait dans la rapidité, il y a un pourcentage de 90%, on peut se tromper. Et on peut lancer dans un espace public une information qui n'est pas juste, qui n'est pas certifiée. Donc, dans la matière scientifique, on ne cherche pas le scoop, on ne cherche pas d'être le premier à annoncer, on cherche d'être le meilleur à avoir transmis la bonne information, l'information utile au public dont il a besoin. Voilà. Oui, absolument. L'idée, c'était juste de faire de sorte d'habiller l'audience et de l'attirer. L'idée de ces dessins animés, par exemple. Maintenant, on peut faire des merveilles avec la technologie dont on dispose. Donc, on peut faire plein de productions autour de la science et de l'invention, de la création scientifique, avec des moyens très avancés, très attirants, comme vous le souhaitez, comme je le souhaite aussi. Tout à fait. Alors, je rebondis sur ce qu'a dit Anis tout à l'heure. Moi, personnellement, j'apprécie beaucoup l'émission Thibaut. D'ailleurs, tu vas nous dire un petit peu... oui, c'était une agréable surprise, hein, le contenu qu'il y avait. Même les enfants se sont intéressés à la suivre, d'ailleurs. Pourquoi pas en faire plein d'autres et diversifier dans les thématiques. La réalité virtuelle aussi, si tu te rappelles, la compétition, parmi les choses, pourquoi pas dresser des compétitions pour attirer les gens à vulgariser, tiens, voilà ce qu'on fait. Et à travers cette réalité virtuelle, on peut justement booster le fait d'annoncer tout ce qui est scientifique au grand public. Oui, bien sûr, l'essentiel, comme conclusion, باش نجبدوا العباد السيونس في الميديا il faut savoir choisir les personnes اللي باش يقدموا لو كونتوني مش نابورت كي نجم يقدم مش نابورت كي نجم يجبد العباد حاجه il faut savoir choisir les sujets لازم تكون ان سوجي اللي يجبد كيف العباد مش باش نحكي له انا على الادين اللي شنو هو يفد يقلق لا نجيب له ان سوجي اللي نجم يجب يكابتي معناتها يبدا l'intéressement on va être في السيونس بشويه il va commencer à chercher tout seul etc. bien sûr la légèreté du temps خاطر توا الناس ولا تقلق فيها ولا تتفت فيها ما يحبش يقعد يتبع كيما كنا تحكيو لا بارلوت لا un ton léger un ton نتاع الناس نتاع توا وتحاول tu banalises la chose مش
مش معناتها تردها بدل على الاخر، ما تحاول تقرب هذه الماكسيموم الى سامبليفي على كما قلت. دونك وهكاك اون فا نقرب اكثر للناس. لا رياليتي فيرتوال تويك راهو ماشيين dans un sens oui اكثر، ماشيين تويك dans un nouveau type de réalité virtuelle اللي باش تدخل معها حاسه اللمس، دي تروك ابتيك تاعو ابتيك مش حاجه تكتيك. ابتيك معناها ولاو تويك يا فما جلده بلاستيك تلبس كيف انت تشوف حاجه تنجم تمسها تخش عليك تمسها اكزاكتومون، باش يدخلوا حتى حاسه الشم وحاسه دونك باش تدخل dans un monde parallèle prochainement. دونك هو شيء يخوف سي فغي باش نعيشوا في دنيا اخرى، مي هذايا سي لا نوفيل تكنولوجي وبها هي نجم نكابتيو اكثر عباد باش يسانتيريس اكثر للسيونس. Bien, alors juste pour clôturer une dernière, est-ce que vous avez des choses à rajouter? J'allais revenir vers vous avant de clôturer, s'il vous plaît. Donc la dernière chose que j'ai à dire, c'est le point associatif. Les associations, là c'est un appel que nous lançons tous les quatre. D'un point de vue la stratégie nationale, la stratégie ministérielle, tout ce qui est pédagogique, mais aussi un appel au tissu associatif aussi du côté des médias, parce que le pont il peut se faire avec d'autres organismes, les ONG et tout ça, pour arriver à vulgariser la science et à mettre la place de la science dans les médias et pour arriver au grand public. Sur ce, on vous dit tous merci d'être à l'écoute.